Ok. Donc, je suis Véronique Blanchard, kinésithérapeute en Indre-et-Loire. Comme Mathias l'a dit, je suis spécialisée en rééducation du périnée chez l'homme, chez la femme, chez l'enfant. Je voulais vraiment vous remercier cette fédé qui est finalement la première fédération qui va organiser une Mange-le plus webconférence sur fort. le périnée au niveau national. Je trouve que c'est Je, courageux, je je trouve que voudrais c'est augmenter le son. novateur et si ça peut donner Je des voudrais idées aux augmenter autres, le bah, écoutez, son. je vous félicite parce que toute cette soirée, ça va être euh, donner les bases et vous familiariser D'accord. avec quelque chose qui est méconnu, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors, je vais partager mon écran et normalement, diaporama, on y va. Alors, je me suis d'abord renseignée qui sont les pratiquants d'aïkido. C'est pas forcément un sport que je connais moi. Et Mathias m'a expliqué qu'il y a 2 tiers d'hommes pour 1 tiers de femmes. Donc, je vais à la fois parler du périnée de l'homme et à la fois parler du périnée de la femme. Autre chose, la pyramide des âges, c'est quelque chose qui m'a intéressée parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a 2 grands pôles de licenciés. Donc, vous avez un pôle de jeunes des 7-10 ans et vous avez un gros pôle de personnes, alors je ne vais pas dire personnes âgées, on va dire de personnes qui ont déjà vécu les 36-65 ans. Et on voit que là, c'est le gros de vos licenciés. Alors, je vais essayer de m'adresser un petit peu à tout le monde et on va commencer par des statistiques et des idées reçues. Euh, les difficultés urinées, les fuites urinaires, les difficultés à aller à la selle, les fuites anales, les douleurs périnéales, la constipation, la descente d'organes, ça c'est ma came, c'est mon quotidien. Ça va toucher à peu près une femme sur deux à un moment donné de sa vie. Donc, c'est pas négligeable. Comme vous l'a dit Mathias, ce sont des pathologies qui sont tabous. Les femmes n'osent pas en parler, mais je ne vous dis même pas à quel point les hommes ignorent et n'imaginent pas qu'on puisse les aider. Et surtout, toutes nos patientes, mais aussi tous nos patients, nous disent, mais pourquoi toutes ces choses simples que vous nous expliquez, on ne nous l'a pas appris plus tôt? Donc effectivement, je vais souvent parler au pluriel parce qu'on est une grosse association qui s'appelle E3P, éducation et prévention aux paludopérinologie, et je vais tout au long du topo vous prouver que c'est dans le quotidien qu'on peut y arriver, et plus on commence tôt, mieux c'est. En 2022, avec une gynécologue, nous sommes intervenus dans un collège à Caen. Il y avait 18 jeunes filles dans cette classe, des 13-14 ans. Notre grande surprise a été de découvrir que la moitié avait déjà des fuites. Ça laisse quand même un petit peu rêveur sur l'importance que ça peut avoir. Donc les hommes sont aussi concernés par les problèmes de périnée, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins étudié. Il y a beaucoup d'études sur la prévalence, les pourcentages des problèmes chez ces femmes, et c'est un petit peu moins étudié chez l'homme. Cependant, les études nous montrent que 14 à 61%, donc en fonction des études, hein, montrent que les hommes vont avoir des troubles érectiles et des troubles urinaires, et 1 à 14% des hommes vont avoir la double incontinence, l'incontinence urinaire et l'incontinence anale. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce sont des problèmes que l'on va rencontrer à tout âge et que le pourcentage de problèmes va augmenter après 60 ans. Donc, je refais référence à la pyramide des âges. Euh, voilà, vous pouvez être concerné par ces problèmes. Alors, on travaille aussi avec les sportives et ce que les études ont tendance à montrer, c'est que les non-sportives auront tendance à avoir moins de problèmes que les sportives. Mais je retombe tout de suite sur mes pattes en vous disant que le message n'est pas de ne pas faire de sport. Et c'est surtout comprendre quel sport va créer plus de problèmes. C'est ce qu'on va appeler les sports à faible impact, comme par exemple la natation, le vélo, la voile, le golf. La gravité ne joue pas et il y a toujours un pied en contact avec le sol. Et plus on avance dans les sports avec des sauts, avec de la gravité, comme la gym, comme la course à pied, comme le trampoline, plus la gravité va être importante et sont des moments où les 2 pieds vont quitter le sol. Donc, par exemple, les études montrent que 80% de l'équipe de France de trampoline a des fuites urinaires. Donc, ça laisse vraiment rêveur. Il existe une autre classification des sports qui a été créée par Carole Maître, la gynécologue de l'INSEP, et Harvey.
Et donc, il y a trois grandes familles de sports. Et avec Mathias Rétoré, on a convenu que votre sport, l'aïkido, c'est un sport à contrainte périnéale forte, mais à composante isométrique dominante. Ce sont les sports où il va y avoir, par exemple, les lancers de javelot, les lancers de marteau. Ça va être l'aviron, ça va être l'escrime, l'équitation. C'est vraiment à différencier des sports. Il va y avoir des sauts, ce sont les sports qui sont plus hauts, et des sports où il y a vraiment peu de risques, comme on les a décrits sur la diapo juste avant. Il y a tout un tas d'idées reçues dans la société qui est qu'il y a des petits malins qui vont se dire bah, je vais limiter mes apports liquidiens pour éviter les fuites. Mais en fait, c'est une fausse bonne idée. On verra que la meilleure solution, c'est de boire avant, pendant et après son effort sportif. Pendant longtemps, mais même le corps médical a pensé que le fait de faire le stop pipi, alors je définis le stop pipi, c'est on commence à uriner, on stoppe son jet, puis on repart, ça musclerait le périnée. En fait, c'est comme si vous lancez un cycliste dans une côte avec de l'élan, puis à mi-chemin, vous le coupez dans son élan, vous l'arrêtez, vous lui dites maintenant on repart. Une vessie, en fait, ça n'a qu'une seule fenêtre de tir. Donc, elle reçoit son ordre, elle se contracte, elle va jusqu'au bout. Si vous la coupez à mi-chemin, quand elle repart, elle n'a pas la puissance qu'elle avait au départ, ce qui fait que, à force de faire ça, pardon, vous risquez de ne pas bien vidanger votre vessie, et ce risque de résidu d'urine permanent dans la vessie, c'est le terrain de l'infection urinaire. Donc, pas une bonne idée. L'incontinence urinaire est une fatalité. Oh oui, j'entends ça tout le temps. La personne la plus âgée que j'ai eue avait 94 ans. Donc, pour moi, l'âge n'est pas un frein. Je ne vais pas vous le vendre en vous disant qu'on fera du neuf avec du vieux, mais notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie. Donc, une patiente qui a 94 ans, qui n'a aucun trouble cognitif, qui n'a aucun trouble de la mémoire, qui comprend parfaitement ce que j'explique, peut finalement améliorer ses troubles, alors que quelqu'un qui a 60 ans et qui a une maladie d'Alzheimer, on n'y arrivera pas. L'autre chose très importante, c'est que cette constipation dont a parlé Mathias, elle est banalisée. En fait, j'entends tous les jours, bah, je ne suis pas constipée, je vais à la selle tous les jours. La fréquence n'est pas que le seul paramètre, c'est le mode d'exonération qui va nous importer, c'est la façon dont les choses se passent, si c'est dans la bienveillance ou si c'est dans le forcing. Notre ennemi aussi, c'est la publicité à la télé qui a tendance à banaliser l'incontinence urinaire parce que voilà, on va vous proposer des sous-vêtements sexy, des protections sexy qui ne résolvent aucun problème. Donc, ne pas oublier que ces gens-là sont là pour gagner de l'argent. Nous, on est persuadés qu'on a un truc gratuit dans le fond de notre culotte qui s'appelle le périnée, qu'il faut juste apprendre à maîtriser. Le périnée ne concerne que les femmes. Ben non, vous avez vu que les hommes ont aussi un périnée. Pourquoi faire de l'éducation? Pourquoi passer ce temps théorique? Parce que les études l'ont prouvé. C'est un peu scientifique, mais je vais le simplifier. Dans cette étude, les patients avaient été tirés au sort dans trois groupes que je vais simplifier en appelant le groupe rouge, le groupe bleu, le groupe vert. Le groupe rouge n'avait eu aucune information, donc c'était vous il y a un quart d'heure. Ils ont eu, au début de l'étude, à 1 mois et à 2 mois, un questionnaire de connaissances. D'après vous, c'est quoi le périnée? D'après vous, combien de fois on doit faire pipi? D'après vous, c'est quoi la norme de ce qu'on doit boire? Et on voit que le groupe rouge n'a pas amélioré dans le temps ses connaissances. Par contre, le groupe vert et le groupe bleu, au bout d'1 mois, avaient drôlement amélioré les connaissances. Et le groupe vert a eu 2 fois un atelier d'1 heure et demie. Et on voit bien que le groupe vert a amélioré sensiblement ses connaissances. J'ai envie de vous dire, on va à l'école, on apprend des choses, on améliore son score de devoir, impeccable. Ce qui est intéressant en parallèle, c'est le graphique qui est à côté, qui était un questionnaire sur les symptômes. Combien de fois avez-vous des fuites? Dans quelle situation vous avez des fuites? Est-ce que vous avez des douleurs? Et on voit bien que ce groupe rouge qui n'avait eu aucune information n'avait pas amélioré ses symptômes, alors que le groupe vert et le groupe bleu qui a eu de l'information a fait diminuer ses problèmes de périnée alors qu'on n'avait absolument pas commencé la rééducation. Il n'y avait eu aucun renforcement musculaire. L'étude, je vous l'ai mise en haut, je ne vous raconte pas de bêtises. On sait aujourd'hui qu'informer améliore les connaissances. Ça, c'est facile, mais ce qu'on a découvert et qui est super, c'est que ça améliore les symptômes. Donc, pourquoi s'en priver? Donc, stratégiquement, j'ai décidé de commencer par le périnée de l'homme parce que c'est peut-être le moins attendu.
Et donc, ben, vous allez bénéficier d'un petit film qui explique ce qu'est le 2 tuyaux, là où nous, on va avoir 3. Et notre point de faiblesse à nous, ou de plaisir, ça va dépendre de quel point de vue on va avoir, c'est la zone vaginale, parce que comme je vous l'ai expliqué, ben, c'est un trou, donc il y a un néant. On va voir que c'est la zone de toutes nos faiblesses. Question. Alors là, si vous voulez éventuellement répondre dans le chat, ça m'intéresse. Sachant que vous venez de comprendre que le périnée de l'homme n'est pas fait comme le périnée de la femme, peut-on envisager une séance de renforcement musculaire qui serait identique pour la femme et pour l'homme? Je ne sais pas si ça a le temps de répondre. D'après vous, est-ce que c'est une question qu'on a posée, toute l'équipe de 3P, à des étudiants en STAPS, par exemple. On leur a fait cette visioconférence et on leur a demandé une séance de renforcement musculaire. Est-ce que vous pouvez la penser de façon identique pour l'homme et pour la femme? Oui. Oui, il y a beaucoup de oui qui arrivent. Je suis un peu désolée. C'est pas oui qui compte. Pourquoi? Je vous l'ai dit juste avant. Toute la zone périnéale de l'homme, elle est finalement bouchée. Il y a juste l'orifice anal et l'orifice urinaire qui est encore plus petit. Mais nous, les femmes, on a là une zone de béance. Cette zone qu'on appelle le hiatus urogénital, c'est la zone de tous les dangers. Il n'y a pas de muscles. Donc, scientifiquement, on a une certitude anatomique, c'est que le périnée de l'homme n'est pas fait comme le périnée de la femme. Et donc, j'aime bien quand on intervient auprès de sportifs et de sportives de haut niveau, mais aussi au niveau de leur encadrant, j'aime bien leur poser la question, l'encadrement technique des sportifs de haut niveau est essentiellement, en général, on me répond masculin. L'encadrement médical et paramédical des sportives de haut niveau est essentiellement, et on me répond, masculin. Est-ce que les entraîneurs, est-ce que les cadres techniques, est-ce que les cadres médicaux, paramédicaux ont cette notion que le périnée de la femme n'est pas complètement fait de la même façon que le périnée de l'homme, parce que nous, eh ben, on a une zone où il n'y a pas de muscles. Donc, effectivement, tous les sports où ça va sauter, où ça va impacter, nous sommes plus en danger que l'homme. Et donc, on est en train de découvrir que ce n'est pas tant l'accouchement qui va créer le plus de problèmes dans un périnée féminin, c'est parfois la façon dont elle va le traiter, de façon bienveillante ou le maltraiter. Et c'est ce que je vais découler le reste de la conférence. Alors, c'est bien beau d'avoir compris comment contracter son périnée, mais votre façon d'uriner, votre façon d'aller à la selle va être impactante. Normalement, la contraction du périnée, j'aime bien comparer aux paupières. Vous ne vous concentrez pas tous les jours sur chaque clignement de paupière. Et d'ailleurs, si je vous demande est-ce que vous sentez vos paupières cligner, les gens me répondent non. Eh bien, le périnée, il a la même vie que les paupières. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas de problème, il vit sa vie, il se contracte de façon automatique, pour ne pas dire réflexe. Mais votre façon d'uriner, votre façon d'aller à la selle peut venir abîmer cette zone et lui faire perdre ses compétences. Alors, comment ça fonctionne au niveau urinaire? Bon, c'est assez simple. Souvent, une vessie va être dessinée pleine, mais une vessie, ce n'est pas comme un foie ou comme une rate, c'est plutôt comme un poumon. C'est quelque chose qui va se remplir et qui va se vider. Alors, on va retrouver les éléments de langage que j'ai mis juste avant. Donc, des fois, je n'ai pas la place d'écrire périnée, j'écris MPP. Vous allez voir, c'est très scientifique, c'est très médical. Si vous sortez ça, les MPP, les muscles du plancher pelvien. J'ai remis le joint d'étanchéité de Leroy Merlin, l'anus, le joint d'étanchéité de Bricot d'épaule, sphincter urinaire. Tout ça constitue nos moyens de continence. Bon, tous, on va essayer d'élever le niveau de langage. Vous allez pouvoir briller en société avec un nouveau mot. Il y a plus de 500 muscles dans le corps humain. Chaque muscle a un nom. Il y en a qu'on connaît mieux, les biceps, les pectoraux, les abdos, à mon avis, détrusors, vous n'avez jamais entendu. Et bien, vous allez voir, c'est le nom du muscle de la vessie. Et ce muscle, ce nom, il n'est pas là par hasard. Détrudere en latin, ça veut dire pousser vers le bas. Et une vessie, c'est comme une bouteille d'eau à l'envers, le bouchon est en bas. Détrusor, c'est la conjugaison, c'est celui qui pousse vers le bas et vous allez comprendre exactement par la suite. Au fur et à mesure que les gouttes d'urine arrivent dans la vessie, il va y avoir différentes étapes. Lorsque la vessie est à peu près à 1/3, de façon réflexe, le détrusor se contracte, ce qui va augmenter la pression intravésicale. La petite aiguille, elle monte, c'est schématique.
Ça génère un message nerveux. France Info prévient le cerveau que la vessie est à peu près un tiers, ce que vous ressentez comme une petite envie. Et donc, vous avez le choix. Soit vous faites un pipi de précaution, un pipi d'anticipation, le pipi de la peur, vous l'appelez comme vous voulez. L'arrosoir n'est pas plein. Ou alors, vous allez faire ce qu'on appelle le réflexe périneo-létrusierien inhibiteur. Ça veut simplement dire se retenir. Mais ce qu'il faut avoir compris, c'est que j'ai envie de faire pipi, j'ai une sensation dans le bas-ventre, mais mon frein à main, c'est l'anus, comme si je voulais retenir un gaz. Donc, utiliser son périnée. Le périnée, c'est une contraction. C'est pas comme une voiture à traction avant. Le périnée, c'est une voiture à propulsion arrière. Et aussi bizarre que ça paraisse, se retenir d'une envie d'uriner, c'est faire comme si on veut retenir un gaz. Mais c'est pas, c'est le lièvre à la tortue. En fait, les muscles du plancher pelvien, dans ce cas-là, il faut qu'ils soient endurants. C'est pour ça que je dis, faites comme si vous voulez retenir un petit gaz et pas une diarrhée. Je fais une petite contraction, mais qui va durer longtemps. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et le détrusor, par dépit, va se relâcher et la pression va s'éliminer. L'envie disparaît. Ça nous est tous arrivé. On a envie de faire pipi, on se dirige vers les toilettes, le téléphone sonne, c'est votre meilleur ami, et blablabla, 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 et quand vous raccrochez, l'envie a disparu. Ça s'est fait, la plupart du temps, ça se fait de façon automatique. Mais les gens qui vont être un petit peu trop sensibles ou qui vont accorder trop d'importance à cette information vont céder facilement. Et d'avoir compris qu'ils peuvent se retenir en faisant comme s'ils veulent retenir un gaz, mais vous n'imaginez pas le nombre de patients qui me disent, mais ah, en fait, c'est si simple que ça. Oui, ça peut être simple. J'ai contracté mon périnée suffisamment longtemps, 20, 30, 40 secondes. Mon envie a disparu. Déjà, le fait que l'envie disparue, c'est un signe que la vessie n'était pas pleine. Je vais à mes occupations, mais pendant ce temps, les gouttes d'urine continuent d'arriver. À un moment donné, cette vessie va être à peu près à 2 tiers. Même topo, le détrusor se contracte. Ah oui, non, mais là, la pression va être un petit peu plus forte. Mon arrosoir contient 2 tiers, mais il n'est pas plein. L'information est, j'ai une envie moyenne. J'ai le choix. Soit je fais un pipi de précaution, un pipi d'anticipation, vous l'appelez comme vous voulez, soit je me retiens. Ce cas de figure-là, ce serait quelqu'un qui regarde un film sur une chaîne où il y a de la pub. Il y a des gens, au moment de la pub, ils en profitent pour aller boire un coup. Il y en a qui en profitent pour aller manger, et il y a une troisième catégorie qui va faire pipi. Mais ce film, s'il passait au cinéma, il n'y aurait pas eu de pub à ce moment-là, et vous n'auriez pas été faire pipi. Une étude a montré que 75% des gens ne vont pas faire pipi parce que leur vessie est animalement pleine. Non, 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 non. Mais à cause de tout un tas de considérations éducationnelles, comportementales et environnementales. Donc, dans la population, il y a des gens qui auront tendance à y aller trop tôt, mais il y aura aussi des gens qui auront tendance à y aller trop tard. Il y a des métiers pour qui c'est très compliqué. Vous avez déjà vu des toilettes sur une ligne de bus ou sur une ligne de métro? Non. Donc, il y a des patients qu'on a en prise en charge et qui vont nous dire, ben moi, je fais pipi que le matin et que le soir. Ça, c'est une catastrophe pour la vessie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas y aller trop tôt, mais il ne faut pas y aller trop tard non plus. Le message n'est pas de dire, ah ben, elle a dit qu'il fallait se retenir. Il faut juste savoir d'où on part. Et d'où on part, c'est faire un bilan comptable. Un C'est bilan sûr comptable, que tu voulais pas regarder. c'est ce qu'on appelle le calendrier missionnel. C'est simple. Comment on remplit un calendrier missionnel et quelles données on peut exploiter? Ça se fait sur 24 heures. Il nous faut les entrées et ce que la personne a bu. Donc là, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui s'est levé à 7 heures. Là, on a tous les créneaux horaires jusqu'à 7 heures le lendemain. Bon, cette personne, elle boit 200 millilitres de lait à 7 heures. Elle ne boit pas de la matinée, elle boit 150 millilitres d'eau, c'est pas beaucoup, hein. Elle ne boit pas de l'après-midi ni de la soirée. Et par contre, là, il y a 500 millilitres à 21 heures, 250 millilitres à 22 heures. Eh bien, c'est quelqu'un qui pratique l'aïkido et qui a des fuites urinaires et qui stratégiquement s'est dit mon cours est de 17 heures à 19 heures, j'ai des fuites lors de certains mouvements, je ne vais donc pas boire en amont ou très peu boire et je vais me rattraper après. Les pipis, comment ça se gère? Bon, on fait pipi en se levant. Elle n'a pas du tout uriné, cette personne, pendant 10 heures. Puis après, on voit toute une séquence de petits pipis. Donc, 200 millilitres avant de commencer mon cours. Ah là là, bon, je vais vite refaire un petit pipi. Euh, En fait, ce n'est pas la bonne stratégie. Ça, c'est la peur qui vous stratégie de je ne
Et pas pipi Ouais, pendant un certain temps. ça a coupé un petit peu. On reprend? Oui, reprenez là, de 15 Voilà. secondes. Et donc, il y a des gens qui utilisent des stratégies. Je ne vais pas boire ou je vais moins boire. Je ne vais pas aller uriner. Par contre, au bout d'un moment, je vais beaucoup uriner souvent. Ce n'est pas la bonne stratégie. Il faut savoir déjà avoir conscientisé ces muscles du plancher pelvien, savoir les utiliser et se faire confiance. L'idéal pour la santé en général, mais pour la santé musculaire, c'est de s'hydrater régulièrement. Et s'hydrater régulièrement, ben, l'image que je prends, elle est simple. Je dis à mes patients, vous avez deux jardins. Un jardin dans lequel il y a eu une petite pluie fine qui est tombée toute la nuit. Faut-il arroser le lendemain? Non. Dans l'autre jardin, ça a été une sécheresse pendant 3 semaines. Vous avez un orage de 10 minutes. Il y aura autant d'eau dans les deux jardins, mais dans lequel jardin vous avez envie d'aller faire des plantations le lendemain? Et bien celui où il y aura eu la petite pluie fine. Petite pluie fine qui ressemblerait à quelqu'un, par exemple, à qui on a mis une perfusion. Donc l'idée, c'est, en dehors des pôles repas, de boire souvent des petites gorgées, une hydratation qui va être en douceur tout au long de la journée. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas boire au repas, mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas boire qu'au repas. L'idéal, c'est boire au repas une quantité raisonnable et lisser des quantités en dehors des repas. Et quand on a une activité sportive, en fonction de la saison, en fonction de l'intensité, en fonction de la transpiration, en fonction de la température de la salle, on peut augmenter son apport liquidien pendant son activité sportive. Et ce qu'une vessie, elle va aimer, c'est quelqu'un qui va aller régulièrement uriner. Là, on voit bien, c'est toutes les 3 à 4 heures, des quantités qui se ressemblent. Le message à retenir, on entend partout, il faut boire entre 1,5 litre et 2 litres. Mais ça dépend. Je ne dirais pas la même chose en plein été caniculaire à quelqu'un qui prépare un marathon qu'en plein hiver à quelqu'un qui est devant la cheminée. Ce qu'on sait, c'est que la fréquence urinaire, dans la norme, c'est 5 à 7 fois par jour et 0 à 1 fois la nuit. Une capacité vésicale, évidemment, tout ça va dépendre de la taille, de l'âge, de tout un tas de paramètres. C'est grossièrement entre 200 et 500. Et ce n'est pas la donnée, quelle est la quantité qu'il faudrait boire qui est la donnée la plus importante, c'est dis-moi combien tu urines, je te dirai si tu t'hydrates suffisamment. Donc une diurèse, la diurèse, c'est le total uriné sur 24 heures conseillé pour éviter des troubles urinaires. C'est si on additionne tous les pipis, que le total soit entre 1,5 litre et 2 litres. Autre info, quand on fait cette mesure sur 24 heures, d'habitude, notre urine se mélange à l'eau des toilettes, sauf que là, vous allez avoir l'élixir de votre pipi quand vous allez faire ce test, et la couleur ne ment pas. Plus vos urines vont être claires, plus c'est un indice que vous êtes bien hydraté. Plus vos urines sont foncées, c'est que vous n'êtes pas bien hydraté. Qu'il y ait du sang, alors qu'on soit aîné, qu'on est une femme, c'est normal. Sinon, on peut aussi avoir mangé que de la betterave et ça peut donner cette couleur. Alors, je vais essayer de vous titiller un petit peu sur votre capacité d'analyser des informations. Que pensez-vous de quelqu'un qui boit 5 litres? Spontanément, la réaction en général, c'est oh là là, c'est beaucoup trop, mais qui a uriné un total de 2 litres. Que s'est-il passé? D'où l'intérêt d'avoir le contexte. On est en plein été caniculaire, c'est un agriculteur et il a moissonné toute la journée. Il a transpiré 3 litres. Ce type qui boit 5 litres, si je lui dis, ah mais non, vous buvez trop, il faut que vous buviez que 2 litres, eh ben là, ça ne va pas du tout convenir à sa vessie. Que pensez-vous de quelqu'un qui boit même pas 1 litre? La réaction attendue est, ce n'est pas suffisant, mais qui a uriné 2 litres 150. Mystère. On est le 1er septembre. Cette personne a mangé ce jour-là des tomates, du concombre, de la pastèque, du melon. Elle a mangé de l'eau. C'est ce que dans notre jargon, on va appeler les apports cachés. Donc, quand quelqu'un me dit oui, je me lève 3 à 4 fois la nuit pour faire pipi, en même temps, vous avez bu 600 de soupe et 400 de tisane, forcément, ça va ressortir. Donc, la façon de boire, la façon dont on va répartir cette hydratation, la combinaison qu'il va y avoir avec une alimentation qui va être riche en eau, fait que on ne recherche pas forcément un total bu égal à un total uriné parce qu'il y a tout un tas de paramètres qui vont rentrer en jeu. Par contre, notre baromètre, c'est si le total uriné est entre 1,5 litre et 2 litres, vous êtes en bonne santé urinaire. Alors, il y a aussi d'autres choses qui vont venir impacter ce qu'on va appeler les irritants vésicaux. Tout le monde a dans son entourage quelqu'un qui est intolérant au gluten, quelqu'un qui est allergique aux cacahuètes. On connaît tous quelqu'un comme ça.
Bon, bah, quand on l'invite chez soi, on ne propose pas les cacahuètes. Bon, eh ben, les irritants vésicaux, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. L'irritant vésical le plus connu, où on le boit, on a assez rapidement envie de faire pipi derrière, c'est la caféine du café. Mais en fait, ils sont 7 au total. Il y a la théine du thé, les sucres des sodas, les bulles des boissons gazeuses. L'alcool, vous allez voir, c'est une histoire de chimie. Ce sont les sulfites du vin blanc qui sont plus irritants chez certaines personnes que les tanins du vin rouge, les agrumes et les épices. Alors, le message n'est pas, à partir de maintenant, vous ne buvez plus ça du tout, pas du tout. Le message est, nous ne sommes pas égaux par rapport à ça. Aujourd'hui, je bois tout ça dans la même journée, j'ai aucun problème. Mais peut-être que quand j'aurai 60 ans, si chaque fois que je prends un café, j'ai très envie de faire pipi ou j'ai des fuites dans la demi-heure qui suit, je passerai au décal. En ce moment, je bois 250, 300 millilitres de thé le matin, mon pipi, il attend 11h30 midi. Si à l'âge de 60 ans, ben, suite à mon ingestion de thé, je suis obligée d'aller faire pipi 3-4 fois dans la matinée, je passerai au thé sans théine ou à la tisane. Chez les adolescents, ce sont les sucres des sodas. Il n'y a pas longtemps, enfin, je pense qu'il y a 2-3 ans, j'ai une jeune, a priori, je vois qu'elle boit 1,5 litre sur 24 heures, c'est déjà pas mal, mais son écriture, c'est petites pattes doigts. Je ne comprends pas, il y a 4 lettres. Elle dit, oui, c'est du coca. Il y avait donc du coca au petit-déj, du coca dans la matinée, du coca à midi, du coca dans la nuit. C'était que du coca. Donc, on a travaillé là-dessus et donc, on a déjà fait 24 heures sans coca avec d'autres boissons comme de l'eau. Et dis les problèmes étaient drôlement atténués. Donc, les sucres des sodas, c'est un danger pour nos jeunes. Les boissons gazeuses. Donc, parfois, j'ai des patients qui vont me dire, ah oui, non, mais moi, je bois de l'eau gazeuse. Oui, mais on va essayer un jour avec de l'eau plate et puis vous me direz, ah ben oui, j'ai eu beaucoup moins de problèmes. Donc, après, on choisit. Soit on se fait plaisir là-haut, on paye la facture au niveau de la vessie, soit on est raisonnable en haut et la vessie va vous remercier. Donc, la moralité de cette liste n'est pas je m'interdis, c'est je suis attentif, je suis attentive. Et c'est qu'on évite certaines boissons être idiot, il faut tenter. Il y a aussi certaines situations comme l'eau, le froid, l'émotionnel qui peuvent influencer. Qui n'est pas allé faire un ou deux pipis avant un super examen. On a tous connu ce côté émotionnel. Il y a des gens qui vont être plus sensibles au froid. Oh là là, dès que je me lave les mains, dès que je rentre sous la douche, j'ai envie de faire pipi. Et le froid. Bon, ben, ça se rééduque, ça se travaille, il faut identifier le problème. Alors, on a parlé pipi, ben, maintenant on va parler système digestif. Bon, alors, j'espère qu'il n'y a pas de gastroentérologue. C'est un peu la digestion pour les nuls. Ça va être très simplifié. Il y a 3 grandes étapes dans la digestion. Il y a 2 étapes où vous avez le rôle principal. Cannes se termine. Mais voilà, si vous voulez avoir le rôle principal, c'est au niveau de la mastication et au niveau de ce qu'on appelle l'exonération, la défécation, le fait d'aller à la selle. La mastication, c'est une partie mécanique qu'aucun médicament, qu'aucune chirurgie ne va remplacer. Et c'est presque 50% de votre digestion parce qu'il va y avoir 2 actions. À la fois une action mécanique de mixeur, de broyage. D'ailleurs, pourquoi on donne de la purée aux très petits et de la purée aux très très anciens? Les petits n'ont pas encore leurs dents, les très anciens n'ont plus leurs dents. Vous faites partie des gens qui ont les dents. Vous êtes censé mastiquer, regardez, 15 à 30 fois par bouchée. Donc, les enfants qui vont venir me voir, qui sont extrêmement constipés, qui ont des fissures anales, qui entraînent d'autres problématiques, je leur dis c'est simple, puisque tu vas avaler gros, a de fortes chances de sortir gros. Cette mastication, elle a à la fois un rôle mécanique de broyage, mais aussi un petit rôle chimique, parce que plus longtemps on va mastiquer, plus on va produire de la salive, et dans la salive, il y a déjà les premiers éléments qui favorisent la digestion. Ensuite, cette purée arrive dans l'estomac, la purée, puis c'est une espèce de grosse soupe dans l'intestin grêle. Oui, ah oui, alors je l'ai un peu démembré pour que ce soit plus simple. Puis arrive le côlon, qui est une sorte de gros tampon buvard, qui va pomper l'eau et les sels minéraux. Et arrive la partie terminale, qui va concerner le périnée, le moment où ça doit sortir. Alors, on va voir que la façon de s'installer est importante. Parce que dans une maison, les toilettes ne sont pas à la même hauteur. Les normes sont vers les toilettes de plus en plus hautes, mais en fait, ce n'est pas physiologique. Le comportement, alors j'aime bien dire, il ne faut pas accoucher d'une selle, il faut tendre vers une ponte fécale moulée. Bien. Et la fréquence, donc souvent les gens s'obstinent, je veux absolument, enfin on m'a dit qu'il fallait y aller 1 fois par jour. Ben, ça dépend. Il y a des gens qui ont un transit rapide, qui vont y aller 3 fois par jour, parce qu'ils ont un espèce de réflexe gastrocolique qui est plus rapide que les autres, et ils vont 3 fois par jour.
Il y en a qui vont 2 fois par jour, il y en a qui vont 1 fois par jour. Il y a des gens qui ont un système digestif un peu lent, L-E-N-T, et un côlon qui est un peu plus long, L-O-N-G, et qui peuvent y aller 1 fois tous les 2 jours ou 1 fois tous les 3 jours. Donc, je peux prendre en charge des patients qui vont 1 fois par semaine, 1 fois tous les 10 jours, 1 fois tous les 15 jours. Le record à battre, une patiente qui était parlée à la selle pendant 2 mois. Voilà. Et je peux prendre en charge des patients qui vont aller 8, 10, 15 fois à la selle par jour. Donc, ma norme à moi va se situer entre 3 fois par jour à 1 fois tous les 3 jours. Mais ce qui est le plus important, c'est la façon dont vous vous y prenez pour évacuer les selles. Et on va utiliser cette petite publicité anglo-saxonne qui a été là pour expliquer. Vous vous souvenez du lasso de tout à l'heure? Eh bien, plus le lasso est crispé, parce que l'angle n'est pas le bon, plus le lasso n'est pas détendu, plus les selles s'accumulent, durcissent, alors que si les fesses sont plus basses que le genou, notre petit lasso est détendu, les angles sont annulés, comme diraient les jeunes, ça passe crème. Alors, j'ai enlevé le laïus parce que lui, il explique que voilà, c'est le champion du monde, qu'il a la solution pour tout le monde. Il est là pour vendre un tabouret. Sauf que le tabouret a une certaine taille. Les toilettes ont des tailles plus ou moins différentes et dans une maison, on peut être plusieurs et on n'a pas la même longueur de fémur et de tibia. Donc, je vais avoir tendance à dire il faut que chacun trouve la hauteur qui lui convient. Donc, soit on a un mari bricoleur et qui nous fabrique le petit tabouret qui nous convient. D'ailleurs, on a tous remarqué, dans une maison où il y a 2 ou 3 WC, ben, on est plus à l'aise sur un que sur l'autre parce que voilà, les angles sont idylliques pour la personne qui va à la selle. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet angle qui est si prononcé parce que avoir le genou dans la poitrine, ce n'est pas l'idéal. Ce qu'on veut, c'est que chacun trouve son angle et avoir un petit tabouret qui est trop haut et avoir des enfants en fait, qui vont plus avoir peur de tomber dans les toilettes, qui vont se crisper plus qu'autre chose. La défécation, c'est un moment de bienveillance et en douceur. Donc, il faut être bien installé. Ce qui va nous permettre de définir un peu le type de selle. Alors, c'est une échelle internationale. Donc, il existe l'échelle de Richter, mais nous, on a l'échelle de Bristol. Et l'échelle de Bristol, c'est très sérieux, hein, c'est une échelle qui définit le type de selle. Bon, alors, les petites crottes de lapin dures, les billes dures, sont des selles qui vont être difficiles à évacuer. Moi, j'ai jamais vu un caillou passer facilement dans un tuyau. Le type 2, c'est l'agglomération. Alors, c'est gondolé, ça va faire mal, c'est difficile à évacuer. Le 3, c'est craquelé, ça va passer assez facilement. Le 4, c'est the perfect. C'est la saucisse knacky qui va glisser son problème. Le type 5 sont des morceaux mous, donc on ne peut pas confondre le 5 et le 1. Le 1, c'est dur, ça va être difficile. Le 5, c'est mou, ça passe facile. Le 6, c'est de la bouse de vache. Il faut beaucoup de papier pour l'essuyer. C'est ce que peut parfois entraîner certains traitements qui ont été mal dosés. Et les gens vont nous dire, on a la diarrhée. Non, en fait, c'est de la bouse de vache. La diarrhée, c'est vraiment liquide. Donc les JO, c'est bientôt. Je vous demande d'être sur le podium. Médaille de bronze, type 3, médaille d'argent, type 5, médaille d'or, type 4. Alors vous allez voir, une fois qu'on m'a rencontré, on ne va plus jamais dans les lieux d'aisance sans penser à moi, à la fois au niveau urinaire, à la fois au niveau digestif. Donc vous voyez, ça peut être très glamour de parler pipi caca. Alors la défécation, ce qu'on vise, c'est un passage en douceur, c'est la méthode écolo. Pour y arriver, une hydratation suffisante, lissée sur la journée, une alimentation équilibrée avec des fibres, une mastication, une installation correcte et on n'accouche pas d'une selle. Donc on va céder de la respiration, on va céder du moment de l'inspiration et de l'expiration pour favoriser, aider la selle. En tout cas, l'apnée ne va pas être la solution. Si la méthode écolo ne fonctionne pas, ne pas hésiter à prendre des laxatifs. Il y a un moment, vaut mieux prendre des laxatifs, être bienveillant dans la défécation, plutôt que s'obstiner à vouloir se débrouiller tout seul. Mais en fait, on va être obligé de pousser, on va être plus délétère sur les muscles du périnée, qu'on ne va pas pouvoir aller changer dans le magasin de bricolage. Donc, capital, prévention, 2 mots-clés de cette webconférence. La filière génitale. Alors, bon, on a tous eu l'éducation sexuelle, mais moi, il me semble que ce schéma, il était de face. Et de face, je ne vois pas l'angle du vagin. Et de face, je ne situe pas du tout où se trouve la vessie et la partie postérieure. Donc, si on pouvait introduire l'éducation nationale,
puisque l'éducation sexuelle, c'est l'éducation sexuelle, l'éducation périnéale, eh ben, c'est apprendre à faire pipi et apprendre à aller à la selle. On partage la même cour de récréation, mais on s'est focalisé sur le tuyau génital, mais il y a quand même des copains à côté. Et donc, si toutes nos adolescentes pouvaient avoir cette vue de profil et cette compréhension de l'impact les uns sur les autres, mais là aussi, avec l'éducation nationale, I have a dream, mais j'ai beaucoup de rêves, moi. Alors, on aime bien montrer cette image aux adolescents pour leur dire que bah, le clitoris, c'est à peu près le même organe que l'homme. Donc, si on demande quelle est la taille d'un clitoris et qu'on nous répond un demi-centimètre, et ok, aller dire à un garçon qu'il a une verge d'un demi-centimètre, à mon avis, il va moyennement aimer la blague. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est constitué des mêmes éléments. Donc, certes, on vous laisse le gland, vous avez un plus grand gland que nous, on n'y reviendra pas. Nous avons des corps caverneux comme vous, nous avons des bulbes et nous avons des piliers. Je reprends mon bassin de tout à l'heure. Sur ce bassin, les corps caverneux vont presque jusqu'à l'endroit où vous avez mis les mains tout à l'heure. Ça fait presque 6 à 8 centimètres, ça. Les bulbes vont là, de part et d'autre du vagin. Donc, à la question, est-ce qu'on est clitoridienne, est-ce qu'on est vaginale? Non, non, il n'y a pas de question à se poser. L'organe du plaisir de la femme, c'est le clitoris. Par contre, on a deux interrupteurs. Soit l'interrupteur, c'est le gland, soit l'interrupteur, ce sont les bulbes et c'est le va-et-vient de la verge qui va stimuler et faire vibrer le clitoris. On aime bien aussi expliquer, parce qu'on a ces questions, est-ce que c'est grave, j'ai un utérus rétroversé ou antéversé? On a tous un sein plus bas que l'autre, vous avez tous une testicule plus basse que l'autre, il n'y a pas de normalité anatomique. Un utérus peut être antéversé et c'est souvent ce qui est montré. Ça ne veut pas dire que la plupart des femmes ont un utérus antéversé. Un utérus peut être rétroversé, ça veut dire qu'il a la position vers l'arrière. Et donc, on peut comprendre que ça va plutôt favoriser une constipation. Mais quand je donne ce cours dans une école de kiné, il y a à un moment donné une question que je devance, on ne fera pas un enfant dans le dos. À un moment donné, l'utérus, il va basculer vers l'avant au moment de la grossesse. Un utérus peut être plus à droite et plus à gauche. Donc, on aime bien montrer aux jeunes filles ces différentes positions de l'utérus pour aussi expliquer que toutes les positions du Kama Sutra ne sont pas faites pour tout le monde et que ce n'est pas une question d'avoir envie ou pas, ça va dépendre de notre anatomie. Alors, si on a une vue d'ensemble, la rééducation du périnée a longtemps été associée à il faut faire du renforcement musculaire. On y revient parce qu'en fait, on comprend que c'est plutôt un équilibre qu'il faut trouver. Et il y a des moments de la vie où cette zone périnéale doit être parfaitement décontractée au moment où on fait pipi volontairement, c'est-à-dire on l'a décidé. Sauf que quand une partie de mes patientes me dit « Ah non, mais moi, je ne m'assois pas sur les toilettes publiques et donc je ne m'assois pas sur les toilettes du boulot ou je ne m'assois pas sur les toilettes de l'école », eh bien, ça va faire une grande partie de leur problème plus tard. La première condition pour faire pipi, normalement, c'est que tous les muscles qui s'accrochent sur le bassin soient parfaitement détendus. Et moi, je ne crois pas que quand on est en squat au-dessus des toilettes, les quadriceps soient particulièrement détendus. Il faut que les fessiers soient détendus, il faut que les abdos soient détendus pour que les muscles du périnée soient détendus. N'oubliez pas que nos tuyauteries traversent les muscles du périnée. Donc, si ces muscles sont détendus, les choses vont pouvoir sortir plus facilement. Si ces muscles sont complètement crispés, eh ben, on ne va pas pouvoir uriner de façon normale, on ne va pas pouvoir aller à la selle de façon normale, on va être tenté de pousser et en poussant, on abîme les structures musculaires. Et quand on est au repos, là vous êtes assis, je suppose, vous écoutez ce que je raconte, il n'y a aucune raison que ce soit hyper contracté. Par contre, j'ai envie de faire pipi le temps que je fasse tout le couloir pour arriver aux toilettes, oui, là, les muscles du périnée sont contractés. J'ai envie d'aller à la selle le temps que je me retienne pour arriver aux toilettes, surtout si j'ai une diarrhée, là, mon périnée est contracté. Je fais un effort, je saute ou je tousse, oui, là, le périnée est contracté. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, c'est que les muscles du plancher pelvien, s'ils sont trop faibles, il y a des troubles. Donc, on a bassiné, il faut muscler, il faut muscler, il faut muscler. On a fabriqué des hypertoniques du périnée. Une hypertonie, c'est un périnée qui est pratiquement en crampe. Moi, je crois que Mbappé, qu'il soit payé très cher, quand il a une crampe, il s'arrête de courir. Donc, quand on a une crampe des muscles du plancher pelvien parce que c'est trop contracté, il va y avoir
une répercussion sur la façon d'uriner, sur la façon d'aller à la selle et dans le cas de la femme, au niveau des rapports sexuels. Donc, est-il toujours nécessaire de faire du renforcement musculaire? Il faut savoir d'où on part. Et ça, c'est une formation que j'ai faite en Belgique où en fait, on nous a expliqué que de par le stress permanent, quelqu'un qui a des fuites urinaires, qui a des fuites anales, qui a une sensation de descente d'organes, va passer en fait de façon instinctive, va passer son temps à contracter et on obtient l'effet inverse, parfois un épuisement des muscles du plancher pelvien. Donc c'est un réel équilibre, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je vous ai dit là, il y a un réel bilan à faire, un état des lieux avant de dire vous il faut muscler, ou vous il faut apprendre à relâcher. Au début j'ai parlé de compétences, de vitesse, d'endurance, de coordination. La capacité à maîtriser le relâchement de son périnée est une des signes du corps qui sont très importants et vitaux. Et donc, on a vu arriver au moment de la Covid tout un tas de patientes qui disaient, mais moi, je n'avais pas de problème avant, mais alors j'ai toussé pendant des mois, ben, c'est venu impacter les muscles du plancher pelvien. Le piège, il est dans la partie verte, les efforts du quotidien, où on me dit, enfin bon, se lever d'une chaise, se lever du lit, s'habiller, se déshabiller, ce ne sont pas des gros efforts. Ben, n'importe quel paraplégique, tétraplégique voudrait encore pouvoir faire ces efforts-là. Ce n'est pas la difficulté de l'effort, c'est le fait que ces 150 petits gestes de la vie de tous les jours, vous les fassiez en apnée. Mine de rien, à dose homéopathique, vous venez percuter les muscles du plancher pelvien de façon délétère. Et évidemment, tout le monde pense aux efforts plus physiques. Certains sports impactent le bricolage, le jardinage, le bois. Donc, les muscles du plancher pelvien, leur job, quand tout va bien, qu'on ne les a pas maltraités, c'est d'anticiper ces efforts. Et comme le clignement de la paupière, les muscles du plancher pelvien se contractent dans tous ces efforts et on voit qu'on va avoir besoin plutôt de compétences vitesse et coordination dans ce type d'effort, plutôt de compétences endurance et coordination dans ce type d'effort, parce que ce qui m'intéresse, c'est que vous n'ayez pas de fuite à 22 heures le soir, autant qu'à 16 heures, autant qu'à 10 heures. Et on est un animal bipède, donc plus la journée avance, plus les muscles du plancher pelvien peuvent fatiguer et se distendre vers le bas. Et donc, dans les autres efforts plus physiques, il faut toutes les autres compétences. Mon ennemi, à part la constipation, c'est l'apnée. Et c'est l'ennemi de tous. Cette conférence, elle tourne déjà depuis 2-3 ans et notamment, elle a été faite à pas mal de médecins. Et j'ai apprécié qu'un jour, une ophtalmo vienne me voir et me dit « Ah, j'étais contente sur votre topo sur l'apnée parce qu'en fait, les gens ne savent pas, mais quand ils se mettent en apnée, ça crée une pression sur les petits vaisseaux sanguins des yeux qu'on sous-estime. Donc, il peut y avoir une conséquence sur la vue, le fait d'être en apnée, de faire des efforts en apnée tout le temps. Et je vais expliquer juste derrière la conséquence d'être en apnée, cette augmentation de pression dans le ventre, il va y avoir un risque pour les hommes, et cette pression dans le bassin, on l'a un peu vu, mais on va le détailler. En fait, ce risque de hernie, chez les hommes, il va être 10 fois, les hommes vont être 10 fois plus exposés que les femmes. Et voilà toutes les zones de faiblesse qui ont été trouvées dans l'abdomen masculin. Eh ben, vous allez voir, vous allez avoir des vidéos d'aïkido juste après. Je ne suis pas restée très longtemps. C'était une après-midi qui avait duré 2 heures. Eh ben, en l'espace de 2 heures, il y a quelques personnes qui sont venues me voir. Et en fait, il y a une personne qui m'a expliqué qu'effectivement, il avait été opéré d'une hernie. Chez la femme, cette apnée, alors vous allez tous être diplômés de médecine après, bon, ça peut être compliqué, mais je vais essayer de vous le simplifier. Ce sont vraiment des images scientifiques qui expliquent les choses. Ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva, c'est quand on va se mettre en apnée et qu'on va pousser. Ce qui est là, ça peut paraître compliqué, moi je dis toujours que les IRM et les échographies, c'est de la purée en noir et blanc, ben, je vous l'ai mis en couleur. Donc cette partie qui est là, j'espère que vous voyez ma flèche, c'est donc le pubis qu'on a vu tout à l'heure à l'avant. Donc il faut imaginer que cette personne, elle est couchée sur le dos et le haut de son bassin est ici. Donc c'est la même image qu'on a ici, qu'on a au milieu, qu'on a sur le côté droit et encore plus à droite ici. Le trou noir qui est là, c'est le méa urinaire, par où on urine. La partie un peu écrasée, là, c'est le vagin, qui est donc cette partie-là. Et ici, on a l'anus. Ces lassos dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont un petit peu une forme triangulaire
qu'on retrouve ici, cette forme triangulaire. Et le terme que j'ai employé de hiatus urogénital, en gros, c'est cette zone, la zone voilà, avec la zone urinaire, la zone vaginale, la zone anale. On a demandé à la personne de faire une première apnée, donc se mettre en apnée et pousser. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a une augmentation en fait de cette distance. Et après avoir demandé vraiment une apnée la plus importante, on voit qu'il y a une ballonisation. Enfin, ça ne veut pas avoir fait médecine, on voit bien que là, il y a un côté triangulaire et que ça, c'est complètement banalisé. Vous avez là identifié l'impact d'une apnée sur un périnée féminin. Eh bien, si on fait ça tout le temps, cet espace-là va finir par être complètement distendu. Donc, les hommes, votre point de faiblesse, à force de faire de l'apnée, ça va être plutôt votre paroi abdominale avec le risque de hernie. Et chez la femme, ça va être plutôt la partie périnéale avec cette zone qui va être complètement distendue à force de le faire souvent. Donc, ne pas oublier que cette zone périnéale, cette zone abdominale, elle fait partie d'un caisson qui est fermé en haut par le diaphragme, à l'avant par les abdos, en bas par les muscles du périnée, à l'arrière par les muscles du dos. Et les muscles du plancher pelvien participent donc à la posture, puisque quelqu'un qui a un périnée qui est trop tonique, qui est en crampe tout le temps, vous le voyez, vous l'imaginez bien, là, le coccyx qui est tiré en permanence sur l'avant, ce qui va créer un déséquilibre de la colonne vertébrale, mais l'origine, ce sont des muscles du périnée trop tendus. Vous imaginez bien que quand il y a une hernie au niveau de la paroi abdominale, ben, ça va déséquilibrer cet équilibre musculaire entre les abdominaux, le diaphragme. Alors, vous allez voir, on appelle ça les muscles érecteurs du rachis, les petits muscles du dos, et les muscles du plancher pelvien. Donc, quand tout va bien, il y a une synergie de ces muscles qui existe aussi dans le mouvement, et ils sont en constante co-contraction pour s'équilibrer les uns aux autres. Sauf que si vous prenez l'habitude de toujours vous mettre en apnée, vous venez complètement perturber cet équilibre. Alors, on va atteindre peut-être la partie qui vous intéresse le plus, le périnée dans le sport. Donc, je vous ai expliqué qu'on fait aussi un travail avec des athlètes de haut niveau. Et la vidéo que vous allez voir, c'est une gymnaste qui, on a découvert qu'elles font tous leurs mouvements en apnée. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait un expliqué? Je vais montrer à chaque fois la première vidéo pour que vous compreniez que ça va vite et pour que vous essayiez de comprendre quels sont les moments où il va y avoir un impact sur le périnée. Alors, vitesse normale, badaboum, badaboum, badaboum. Et voilà ce qu'on leur a expliqué, ce qu'il faudrait qu'elles intègrent. Je souffle à ce moment-là, je souffle à ce moment-là et je souffle à l'arrivée. OK. Qu'en est-il de l'aïkido? Alors, je remercie nos acteurs qui ont bien voulu jouer le jeu et qui ont bien voulu se laisser filmer pour qu'on puisse en fait illustrer notre propos. Alors, je pense que vous, ça vous parle, cet enchaînement. Mais cet enchaînement, s'il est fait en apnée, eh bien, à force, ça peut, à dose homéopathique, étirer. Donc, voilà ce que je propose. Et à ce moment-là, c'est le moment critique où en fait l'abdomen est complètement ratatiné sur lui-même, ne pas se mettre en apnée, mais en fait c'est comme si la respiration, ce serait la musicalité de votre mouvement. Alors c'est un sport que je connais pas bien, pour ne pas dire pas du tout, mais ça m'a... Quand j'y étais, puisque c'est très silencieux l'aïkido, c'est très respectueux, moi j'ai tendu l'oreille et je les ai écoutés ces apnées. Voilà un autre enchaînement. Je pense que c'est souvent plutôt à l'échauffement, Mathias, qu'on retrouve ce genre de choses. C'est fait en apnée. Et je vais vous proposer en fait deux choses. C'est ce qu'on a proposé aux petites gymnastes. Il faut introduire une respiration. Ce qu'on veut virer, c'est l'apnée. Donc la première proposition, c'est de souffler et inspirer. Et la deuxième proposition, si on a un souffle qui est plus long, c'est d'essayer de souffler tout du long. L'idée, c'est que chacun trouve son schéma respiratoire qui lui convienne. En tout cas, l'apnée n'est peut-être pas la meilleure solution.
un enchaînement à deux, et ben, les deux doivent ne pas se mettre en apnée. Donc, on regarde la première vidéo. Faites-vous une idée si vous étiez dans le rôle de l'un ou dans le rôle de l'autre. Est-ce que vous le faites en soufflant? Est-ce que vous le faites en inspirant? Est-ce que vous le faites en apnée? En tout cas, voilà ce à quoi on a réfléchi. Voilà ce qu'on propose. C'est que, voilà, que les deux soufflent au moment le plus technique. On arrive à la fin. Je crois que j'ai respecté mon temps, hein. Les messages à retenir, quand j'étais étudiante, l'anatomie, on dit qu'on l'apprend 7 fois, on la vomit 7 fois, on la réapprend. N'empêche que c'est ce qui permet d'expliquer ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Donc, les muscles du plancher pelvien, ce n'est pas un muscle, c'est un ensemble de muscles, de ligaments, de tissus conjonctifs, qu'il y a une interaction entre eux, qu'il y a un passage de tuyauterie, donc naturellement des points de faiblesse, et qu'il y a une spécificité du périnée féminin par rapport au périnée masculin. Quoi que vous en pensiez, c'est l'anatomie qui le dit. La biomécanique, donc c'est un mouvement vertical qui va vers le haut quand on contracte et qui descend vers le bas quand on relâche et qui ira dans les sous-sols si vous vous mettez en apnée par contre. L'importance du rôle de l'anus dans la contraction périnéale, l'interaction des muscles entre eux. C'est important de comprendre que votre façon d'uriner, votre façon de vous hydrater, votre façon de vous comporter au niveau urinaire, idem au niveau digestif, va venir impacter ce périnée et qu'il y a des facteurs de risque que vous ne pourrez pas modifier. Votre âge, le fait d'être ménopausé, le côté génétique de certaines personnes, mais il y a des facteurs que vous pouvez modifier, le poids, vos habitudes urinaires, la constipation, les impacts et les pressions abdominales. Donc, les facteurs de risque modifiables sont complètement liés à nos habitudes de vie, à notre façon d'apprendre. Et on n'a pas... enfin, faire pipi, déféquer, c'est quelque chose d'instinctif à la base, hein. Il n'y a pas un mode d'emploi. Et que le mode de vie, finalement, on est en train de découvrir qu'il va prédominer sur les facteurs génétiques ou acquis. Donc, les facteurs de risque modifiables, c'est vraiment notre cible, c'est notre bras de levier quand on parle d'éducation en santé pelvie-périnéale. Donc, pour conclure, le but n'était pas de vous donner mal à la tête, c'était de simplifier, que vous compreniez, que vous puissiez briller en société, c'est quoi le périnée, où c'est, comprendre le fonctionnement assez simple, comprendre la biomécanique. Alors, si j'ai réussi à éviter que vous soyez en apnée, c'est très bien. S'hydrater tout au long de la journée, tout fait pour ne pas être constipé. Et comprendre que les troubles pelvipérinéaux, ben, en fait, c'est multifactoriel. Et je suis extrêmement jalouse des dentistes qui ont réussi cette prévention primaire, puisqu'ils interviennent voilà, très tôt. On a tous appris à se laver les dents, c'est de la prévention primaire. Mais personne n'a calculé combien coûte une brosse à dents, combien coûte du dentifrice dans une vie. Ben, c'est un budget parce que depuis le début, le périnée est gratuit. Alors, les vidéos que vous avez vues, d'un point de vue pédagogique, c'est très beau, mais ça coûte extrêmement cher. Donc, ce sont voilà, les associations qui nous ont aidés, ceux qui nous ont fabriqué des choses, ceux qui nous ont prêté des vidéos. Donc, je vous remercie. Je remercie vraiment cette fédération qui c'est novateur, hein, vous êtes les premiers à faire ça. Si vous voulez des infos, il y a un site internet qui s'appelle Périnéduc, donc c'est le périnée et l'éducation. Vous allez avoir des informations. Il y a aussi notre association éducation et prévention en pelvipérinéologie parce qu'on court après le problème et l'idée c'est de devancer les problèmes. Je suis intervenue dans un lycée, voilà, il y a 600 élèves, et ben, il y a 6 toilettes. Eh ben, les problèmes commencent là, avec des jeunes filles qui sont venues me voir et me dire moi, je ne bois pas de la journée pour pas aller faire pipi. Il y a jamais, il y a la queue, on peut jamais y aller. Et elle a déjà des infections urinaires. Donc, pour avancer dans la recherche, euh, l'idéal serait qu'on puisse récolter un maximum de données. euh, et pourquoi ne pas commencer avec votre fédération? Quelles sont les connaissances qu'ont les licenciés de cette fédération, de cette zone périnéale? Et Mathias l'a très bien dit au début, c'est tabou, on l'a mis sous le tapis, ou pour reprendre un célèbre président, la forêt brûle, on regarde ailleurs. C'est 50% des problèmes d'une femme et les hommes, en vieillissant, vont être de plus en plus touchés. Donc, c'est ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire les statistiques des problèmes. Pourquoi pas ne pas lancer une grande enquête nationale dans votre fédération
complètement anonyme, c'est juste pour avoir des statistiques, pour avoir la possibilité de proposer en fait un programme de prévention. C'est vraiment l'essence de notre travail. Nous sommes plusieurs. Il y a des gynécologues, il y a des kinés, il y a des sages-femmes, il y a des urologues, il y a des gastroentérologues. L'idée, c'est qu'on soit au service de la population dans un rôle préventif. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, c'est passionnant. Une fois qu'on a levé le voile de la pudeur et du côté pipi caca, ben on va tous vieillir. C'est ce qu'on essaie de représenter sur notre image. C'est aussi bien la jeune maman, c'est aussi bien la sportive, c'est aussi bien le jeune homme, c'est aussi bien la maman enceinte, c'est aussi bien l'adolescente, c'est autant de personnes âgées qui peuvent être touchées par ces problèmes et nous allons tous vieillir et nous vieillissons de plus en plus. On va vieillir de plus en plus et ces problèmes, bah, ce serait bien qu'on puisse les éviter. Pour moi, vieillir ne veut pas dire devenir incontinent. Voilà. Tu peux couper ton micro? Oui. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Je vous avais prévenu en début d'exposé que elle m'a parlé de Périnée à l'époque, elle m'a fait une vingtaine d'années. Je voyais en gros où c'était, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. C'est pas enseigné à la fac de médecine, quasiment pas. Ça enseigné nulle part et vous voyez que c'est quand même une richesse incroyable, avec des conséquences incroyables. Donc un grand merci, Véronique. Franchement, je crois que c'est vraiment passionnant parce que personne ne connaît ça. C'est vraiment terra incognita, hein, très clairement. On est 73 en ligne. Ah, J'ai vu passer pas mal de questions. Donc, je vous propose qu'on traite d'abord les questions écrites, les chats, et puis ensuite, vous pourrez, si vous voulez, lever la main, si vous voulez poser une question en direct. Je vous écoute, je ne sais pas trop parmi vous. Ouais, je vais prendre la main. Donc merci beaucoup pour cette intervention très très instructive. On a une première question qui est quels sont pardon, oui, quels sont les impacts de l'obésité sur les performances du plancher pelvien? Et oui, le surpoids, et particulièrement le surpoids abdominal, ben, il est directement au-dessus des muscles du plancher pelvien. Donc c'est vrai que les patients qui vont être en surpoids, ben, comme en général dans la santé en général, on va leur conseiller de perdre du poids. Mais oui, plus il va y avoir de surpoids, plus il va y avoir du poids direct sur ces muscles du plancher pelvien et surtout sur cette zone avant qui est la zone la plus faible. Merci Véronique. Une autre question. Donc, quelqu'un qui dit, en plus de pratiquer l'aïkido depuis 30 ans, je pratique l'apnée. Quel est le bon comportement à avoir pour préserver mon périnée? Je lis entre les lignes l'apnée sous-marine. Je pense que c'est de ça dont on parle. Et on a souvent cette question-là avec les filles qui font de la natation synchronisée. Ben, tous les sports dans l'eau, on a vu que c'était des sports à faible impact. En fait, l'apnée qui va être délétère pour nous, c'est l'apnée associée avec l'impact de la verticalité d'un saut. Et là, quand on fait de la plongée, ben, on est carrément la tête en bas, le périnée en haut, donc il est protégé. Et de toute façon, on n'a toujours pas de bronchie, donc on ne va pas respirer sous l'eau. Cette apnée dans le milieu aquatique, elle est délétère pour le périnée, parce qu'on est quand même le seul animal terrestre qui fait de l'apnée sur Terre. Donc, cette apnée dans l'eau ne m'inquiète pas, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'études qui ont été faites sur ces pressions. Mais ce n'est pas le sport qui est touché par, au niveau des muscles du plancher pelvien. J'espère que je suis claire dans ma réponse. Très bien. OK. On en a une autre. Existe-t-il une influence du cycle hormonal sur l'intensité ou la survenue des fuites urinaires, en lien par exemple avec la souplesse des muscles? Alors, oui, le cycle hormonal va intervenir, mais à différents moments de la vie. Par exemple, on sait que les moments critiques pour un périnée féminin, ça va être au moment des grossesses, au moment des accouchements et au moment de la ménopause. Ce sont trois moments hormonaux de la vie d'une femme. Mais il y a aussi des femmes qui vont être encore plus sensibles à ça. Je me souviens d'une patiente qui était elle-même médecin. Elle m'avait dit, mais j'ai pas de fuite entre la fin de mes règles et mon ovulation et je vais avoir plus de fuite entre mon ovulation et l'apparition des nouvelles règles. Donc,
vont être plus susceptibles au niveau périnéal par rapport à leur cycle hormonal. Je n'ai pas vraiment la solution, si ce n'est que oui, il y en a qui vont être plus impactés que d'autres. Voilà. Oui, il y a une réelle influence, mais plus sévère chez certaines personnes que chez d'autres. Ok. Par apnée, vous entendez suspension du souffle à plein avec gros volume d'air? C'est plutôt ça, oui. Parce que ce qu'on va appeler la fausse inspiration, qui est on vide, on vide, on vide, on vide, et après on fait comme si on veut inspirer, là, ça va être beaucoup moins impactant. Au contraire, ça va attirer les viscères vers le haut. Donc, l'apnée dont je parle depuis tout à l'heure, c'est plutôt l'apnée quand on est à la verticale, l'apnée associée à un effort qui va augmenter. Donc, on prend de l'air, on se met en apnée et là, on augmente la pression intra-abdominale et on voit qu'il y a une ballonisation des muscles du plancher pelvien vers le bas. Oui, c'est plutôt celle quand on est, bah oui, les poumons sont gonflés à fond, le diaphragme est descendu, ce qui descend les viscères, ce qui pousse les organes pelviens, qui pousse le périnée vers le bas. Oui. Une autre question. Quelles sont les conséquences d'une cicatrice d'épisiotomie au niveau de la dynamique du périnée? J'ai envie de dire, le côté génétique va jouer parce qu'on connaît tous des gens qui vont faire des cicatrices kéloïdes, ça va mal cicatriser, ça va plutôt être la partie, bon déjà, est-ce que ça a bien été réparé? Tous les chirurgiens n'ont pas la même dextérité, ça c'est la partie chirurgien, il y a tout le capital génétique de cicatrisation qui nous est propre, et effectivement, quand on a une cicatrice qui est kéloïde, qui est douloureuse, ça va impacter les muscles du plancher pelvien qui ne vont pas être suffisamment mobiles. L'essence même de mon métier, kinésithérapie, thérapie soignée, kinésie, mouvement. Un muscle, les muscles du plancher pelvien sont fonctionnels s'ils ont les compétences, y compris la compétence de mouvement, être capable de se détendre, de se relâcher pour avoir toute l'amplitude pour se contracter. Et quand on a une épisiotomie, une cicatrice qui est douloureuse ou qui est vraiment adhérente, c'est tout l'intérêt du travail de cicatrice qu'on peut faire dans le cadre du postpartum. J'espère avoir répondu à la question. Qu'en est-il de la rétroversion du bassin en alternance avec le relâchement dans le mouvement? Alors là, on attaque quelque chose de très technique. Alors, plus on est mobile, plus c'est intéressant au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la répartition des pressions. Donc, je ne sais pas si la question est posée par rapport à un geste technique d'aïkido. Là, je vais lâcher mes compétences puisque je ne connais pas exactement vos mouvements dans l'aïkido. Plus un bassin est mobile, plus ça va être intéressant. Les bassins qui ne sont pas mobiles sont des bassins avec des contractions musculaires à côté qui sont en statique, il n'y a pas de mouvement, ça crée une hyperpression. Donc, j'espère avoir compris la question. Plus c'est mobile et adapter les mouvements, mais si la question est posée par rapport à un mouvement technique d'aïkido, je n'ai aucune compétence là-dessus. Je pourrais pas vous dire. Voilà, j'arrive à la limite de ma réponse. Quelles précautions prioritaires à prendre en direction d'une femme qui vient d'accoucher et reprend la pratique? Les gynécologues se la posent encore. Faut-il de la rééducation? C'est au cas par cas. En tout cas, être progressive, mais ça dépend. Est-ce qu'elle allait? Elle en est où de sa perte de poids? Elle en est où de son activité physique? Elle en est où de sa récupération? Le maître mot, c'est être progressif, mais c'est le cas dans n'importe quelle blessure, dans n'importe quel sport. Plus la reprise va être progressive, plus on est dans la bienveillance avec la plupart des muscles du corps humain et en particulier avec les muscles du plancher pelvien, mais ça va dépendre de quel sport. Si on me dit, ben voilà, je veux reprendre la course à pied, forcément, il va falloir avoir une approche, peut-être commencer par la marche, puis la marche rapide, puis alterner marche et course. Donc ça va aussi beaucoup dépendre du type de sport. C'est presque du femme dépendante. Si on s'oriente un peu plus vers la musique, la pratique d'instruments à vent a-t-elle un impact sur le périnée? Il arrive qu'on soit sous forme d'apnée, notamment en flûte traversière. Alors je crois qu'on ne saute pas en même temps à pieds joints en flûte traversière.
Ça peut. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un patient homme qui a été opéré d'un cancer de la prostate. Et donc, il jouait du baryton. Et ben moi, quand il y a un instrument que je ne connais pas, quand il y a quelque chose que je ne connais pas, je demande à ce qu'on me l'amène. Et on a travaillé ensemble. Et surtout, ce que j'ai travaillé avec lui, c'est lorsqu'il soufflait, d'avoir un engloutissement, une contraction du muscle transverse qui rentrait. Cette apnée, encore une fois, en instrument de musique, c'est pas une apnée qui va être délétère sur les muscles du plancher pelvien. Ou en tout cas, elle sera moins délétère que le fait de le faire avec un mouvement qui impacte vers le sol. Et puis bon, il faut qu'on ait des flûtistes internationales, donc non, qu'elle continue à jouer. Alors, il y a plus, pour répondre à cette question, il y a plus une kiné qui est spécialisée là-dedans, qui est à Paris, pas très loin de Radio France, et du coup, qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des musiciens et aussi avec des chanteuses. Pour bien travailler la répartition des pressions entre la sangle abdominale, entre les muscles du plancher pelvien. Voilà. C'est pas ma spécialité, j'ai fait une réponse un peu passe-partout. Voilà. Les fibromes utérins amplifient-ils les problèmes de périnée? Si on a bien vu l'effet domino de tout à l'heure, quand vous avez un utérus avec plein de fibromes, ben, il a un peu plus de poids. Il va donc venir appuyer sur la vessie. Et donc, il n'est pas rare que des patientes à qui on a enlevé les fibromes se disent « Ah, ben, j'ai moins de poids, j'ai moins de flux urinaire. » Oui, c'est la biomécanique de tout à l'heure, c'est l'effet domino. On a une question sur le hakama. Vous savez, c'est la jupe culotte qu'on porte par-dessus. J'ai l'impression que le hakama, à serrer au niveau du ventre, rajoute une pression sur le périnée. J'ai eu récemment une descente d'organes et me pose la question. Merci. Alors, c'est vrai que c'est sur pression, comme par exemple toutes ces culottes gainantes, par exemple, elles vont maintenir une pression constante qui n'est pas une pression physiologique. Donc, j'ai des patients qui vont dire « Ah oui, quand je mets tel jean, je sens que je suis plus embêtée. » Je ne la connais pas, votre fameuse, je n'ose pas dire le nom, Akama. Je pense qu'on peut plus ou moins régler le serrage. Et donc, j'encourage à adopter euh, un serrage qui convienne. Mais je ne crois pas que ce soit tellement ça, c'est surtout les apnées. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas que l'apnée dans votre sport, ce sont les apnées du quotidien aussi. Donc, je ne maîtrise pas votre type de ceinture, mais je pense qu'on peut... C'est pas, mais on ne met pas tous à la même hauteur, le hakama. Moi, personnellement, quand je le mets, j'ai plus l'impression que si je le serre un peu fort, que ça va me serrer les crêtes iliaques. Donc, ça va me serrer les... En fait, c'est incompressible. Ça me serre les crêtes iliaques de chaque côté. Mais si je le mettais effectivement 5 ou 10 centimètres plus haut, on tombe sur l'abdomen, que sur l'abdomen. Et là, effectivement, on peut serrer fort et un peu écraser l'abdomen. Mais si on le met plus bas, Taille basse, quoi. taille basse, notamment avec le hobby, etc., on est plus, pour moi, sur comment dire, sur un engainement osseux. Voilà, si on prend Tiens, je te la tiens. caméra, voilà, si on serre plus. Je te le tiens. Voilà, Alors, j'ai pété il a cassé le zizi. Attends, je le remets. Prends-tu voilà, ta ou celui-là, tiens, hop. On est plus à serrer comme ça, en appuyant sur les crêtes iliaques, plus qu'appuyer au-dessus. Mais ça dépend, je pense que tout le monde n'est pas à la même hauteur. Tiens, je mets plus ici, voilà. je te le tiens. Moi, je le mets plus là, j'appuie ici. Je sens quand je serre trop fort que ça me fait mal à cet endroit-là, après le cours. Et si on met effectivement plus haut, bah là, on va effectivement augmenter la pression abdominale par compression externe. Oh, sur cette question, je m'en sors bien. Merci, Mathias. Sur l'assistant, parce que... La respiration ventrale, comme lors de certaines méditations, serait-elle suggérable lors d'une chute en aïkido, en lieu et place de la respiration pulmonaire? C'est un peu trop technique pour moi. Je vais rebondir sur mes bases. C'est vraiment l'apnée qui va venir impacter. Après, je dis toujours aux gens, vous respiriez par les oreilles, par les yeux, par la cage thoracique, par le ventre. Ce que j'ai découvert en allant assister à ce fameux, c'est un stage, on coupe la respiration. Et ça crée une augmentation de pression intra-abdominale. Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour dire si la respiration abdominale ou la respiration va être meilleure ou pas. En tout cas, respirer ne va pas être délétère. C'est le fait d'être en apnée
qui sera délétère. Nous n'avons plus de questions écrites, mais peut-être qu'il y a des questions orales. Est-ce que quelqu'un a posé une question et peut lever la main peut lever la main. Alors, j'ai pas vu de questions à main levée, mais si quelqu'un veut poser une question à l'oral, n'hésitez pas. Profitons de Véronique. On parle quand même beaucoup de respiration d'aïkido depuis toujours. On le sait tous, dans notre pratique, la respiration, c'est quand même primordial. On est quand même tous à dire qu'il ne faut pas se mettre en apnée. Ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup et qu'on a tous tendance à faire quand même moins en moins avec l'expérience, mais c'est quand même un travers qu'on a, quoi. Là, je trouve que ce qu'a fait Véronique, ça, notamment les animations, là, ça a parfaitement illustré l'importance de respirer, d'expirer au bon moment, quoi. Les chutes avant ou arrière en apnée, c'est quand même ultra fréquent et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est intéressant, ça enrichit notre pratique quotidienne où on parle déjà de tout ça. Maître Tamura parlait beaucoup des positions où il fallait serrer l'anus, quand même. Parler, c'était pas déjà, il y a déjà quelques décennies maintenant. C'est pas effectivement complètement, n'est pas une vue de l'esprit, quoi. Il y a des sports qui sont plus en avance. On s'est moqué longtemps de Monica Seles, c'était une des premières qui avait compris. En criant, en tapant dans la barre, elle n'allait pas impacter le périnée. Quand vous êtes sur un stade d'athlétisme et qu'il y a du lancer de poids ou du lancer de javelot, ils sont connus pour quoi? Ils gueulent très fort. Donc, ils ont compris cette synergie de la respiration avec le geste. Et en fait, l'apnée, en pensant être plus fort, en fait, il y a plus de pression, mais il n'y a pas plus de puissance musculaire. On a très bien vu avec nos petites gymnastes qui nous disaient, ben, elles font toute la diagonale là en apnée, si on limite la lettre vagale au bout, et on leur a prouvé que de le faire avec une respiration adaptée, elles n'étaient pas moins performantes, et au contraire, elles étaient plus performantes. Ah, il y a des questions, il y a des mains levées. Oui, il y a des mains levées. Il y a Fiona et Florence. Florence? Oui, merci beaucoup. C'était super intéressant. Moi, j'aurais une question sur la partie peut-être préparation physique, en fait, parce qu'en début de cours, on a vu qu'il y avait une préparation, là, on voyait sur la vidéo des exercices de chute. Mais qu'en est-il si on fait une préparation physique qui comporte des abdominaux, des pompes, en fait? Est-ce que là aussi, ce qu'il faut conseiller, c'est de respirer en même temps? Tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'est tout Donc, simplement ça. D'accord. vous allez voir qui ont effectivement du renforcement musculaire avec des tractions, avec des pompes, elles se mettent en chandelle et elles doivent tenir longtemps. Elles étaient persuadées que le fait d'être en apnée les faisait tenir plus longtemps. Et en fait, on leur a fait comprendre, on leur a fait vivre que le fait d'associer la respiration était un allié. Et donc, les étudiants STAPS, on leur a demandé, faites-nous par exemple, préparez-nous une fiche technique sur que devrait contenir un renforcement musculaire et d'après vous, êtes-vous capable de nous faire une séance de renforcement musculaire sans saut? Et la respiration, c'est ce que je dis, c'est la musicalité de votre geste technique. Donc tout renforcement musculaire, renforcement des quadriceps, renforcement des biceps, le gainage, tout ça en musicalité respiratoire. Après, c'est plus facile de respirer en travaillant ses quadriceps que ses abdominaux des fois. Donc, faut être un peu plus inventif. C'est une idée reçue, puis c'est une facilité d'aller se mettre en apnée, c'est vraiment une Oui, voilà, c'est ça. Et là, l'objectif, ça a été prouvé, si on change notre comportement, on va pouvoir optimiser notre performance sportive. En se mettant en apnée, ben, on est délétère à dose homéopathique et on va payer la facture beaucoup plus tard, mais au moment où vous avez 70 ans, 80 ans. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vieillir avec un capital périnéal qu'on a préservé. Et ça commence par tous ces petits détails. Et donc, si on respire en faisant des abdominaux, ils sont pas délétères. Parce que moi, j'avais entendu dire que ça augmentait la pression abdominale, mais c'est uniquement si on respire pas, en fait. C'est ça que je comprends. Ça, c'est l'apnée qui augmente la pression. Ok, ça marche. D'accord, merci. Et donc, il y a des patients, par exemple, qui vont avoir des fuites et on va aller sur notre plateau technique et en fait faire des mises en scène comme porter une caisse. Et ben, je leur fais faire naturellement. Ben, voyez ça, j'ai une fuite quand je fais ça. Ben, on va le faire en soufflant. Le même geste fait en soufflant, il n'y a pas de fuite. Et en utilisant la coordination du périnée.
Donc, cette hyperpression abdominale, mais sur les congrès de périnée, on vous en parle partout, cette gestion de la pression intra-abdominale, c'est une des clés. D'être mettre cette zone enceinte abdominale en hyperpression. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'hyperpression. Cet équilibre que je vous ai montré, ben, si vous êtes en apnée, vous augmentez cette pression intra-abdominale. Donc, toutes ces séries d'abdos, ben, faites-les en soufflant, faites-les en chantant, faites-les en parlant. Il faut qu'il y ait du son. En tout cas, pas d'apnée. Alors, on a aussi une autre question de Fiona. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question. Donc, on a beaucoup évoqué le sujet donc des impacts et des apnées, et je voulais savoir si les stations assises prolongées, type les professionnels de la route ou les personnes qui ont un travail très sédentaire, est-ce qu'il y avait un impact aussi sur le périnée? Donc, on sait qu'il y a des risques autres, mais au niveau périnéal, est-ce que ces stations assises prolongées peuvent générer des risques particuliers? Très bien, cette question. Elle est pas, la réponse va peut-être pas être là où vous l'attendez. Ça peut créer en fait de sciatique comme vie. Et ben, quand on est assis tout le temps, tout le temps, tout le temps, on peut écraser les terminaisons nerveuses on appelle le nerf pudendal, et les petites terminaisons nerveuses qui vont à l'intérieur cheminer le long des muscles, indépendamment du fait que le fait d'être sédentaire d'un point de vue cardiologique, d'un point de vue circulatoire, d'un point de vue respiratoire, c'est pas bon. L'impact au niveau du périnée, c'est le fait d'être en écrasement tout le temps. Donc, ce sont par exemple des patients à qui on m'a demandé de soulager, alors déjà de se lever souvent, de marcher, d'essayer de rajouter quand c'est pas douleur périnéale, d'avoir un coussin spécifique, parce que ce sont des gens qui vont dire, mais quand je suis sur les toilettes, j'ai pas en fait ces douleurs, parce qu'il y a l'effet, la zone périnéale n'est pas en appui. Donc cette espèce de coussin qui est creusé au niveau périnéal va soulager cette zone. Donc on sait que la partie, les métiers sédentaires, c'est pas tip top. Alors si à côté on peut vraiment avoir une activité sportive ou voilà, se lever, marcher, Mathias, tu viens. Voilà. Là, dans un métier où on est tout le temps assis, c'est plutôt le côté qui écrase les structures musculaires. D'accord. Ok, merci. Avec plaisir. Il y a plein de questions qui sont en train d'arriver? Non. Partout. Non. Eh bien, il y a Jean-Carl qui a une question, qui a la main levée pour une question à l'oral. Alors, le micro est désactivé, donc si... non? Bon, et ben du coup, peut-être Yolika, il y a d'autres questions, Yolika Wenla? Oui, tout à fait. Alors, on a une question sur... on entend souvent parler des exercices de Kegel pour entretenir et rééduquer le périnée. Qu'en dit l'état actuel des connaissances? Sont-ils toujours d'actualité? Les exercices de Kegel. Kegel, il a pour lui d'être un des premiers à avoir proposé des exercices de renforcement, des exercices de musculation. Des fois, je peux associer ça à du bodybuilding du périnée. Si vous avez été attentif, en fait, il y a un moment donné, dire la même chose à tout le monde, c'est peut-être dangereux parce qu'on ne sait pas d'où on parle. C'est pour ça que ces questions et ces réponses généralistes, ça ne va pas convenir à tout le monde. Donc, avant de proposer un type d'exercice à des patients, j'ai parfois des patients qui m'ont dit, en attendant d'avoir le rendez-vous avec vous, j'ai été voir sur Internet et voilà, il y a des exercices de Kegel chez quelqu'un qui est déjà hypertonique, on va ne faire que renforcer une zone qui est trop contractée tout le temps. Donc, à la base, c'est une bonne idée, il faut juste savoir d'où on part. Et travailler son périnée, c'est travailler les compétences, travailler la vitesse dont on va avoir besoin sur une toux, sur un éternuement. C'est travailler l'endurance, où là, on ne va pas partir sur une contraction maximale, elle va être sous-maximale, mais pouvoir la tenir longtemps, en même temps qu'on coordonne, parce que des champions du monde du périnée sur la table, j'en ai plein. Quand je leur demande est-ce que vous êtes capable de contracter en même temps que vous marchez pour aller aux toilettes, on va pas y aller en volant et on va pas se téléporter. Donc, il faut être capable de coordonner ça. Ces différentes compétences, Kegel n'en tient pas forcément compte. Ce sont des séries musculaires. Donc, je réponds un peu comme une Normande. Un peu oui, un peu non. Ça dépend d'où on part et ça dépend quels sont les problèmes. Dire à tout le monde faire du bodybuilding, ça ne va pas convenir à tout le monde. Bon, je me dis qu'on arrive.
Il y a encore une question. Alors, Il me semble que tout ce qui a été dit ce soir rejoint ce qui est dit dans le livre Ado, arrêtez le massacre du docteur De Gasquet. Recommandez-vous des livres en particulier? Bernadette de Gasquet, elle a une histoire particulière. Elle a beaucoup travaillé à partir du yoga, elle a beaucoup décortiqué, elle a beaucoup compris des choses et elle a démocratisé. Oui, je conseille ses bouquins, je conseille ses travaux parce que c'est quelqu'un qui a été très avant-gardiste en allant vers la population générale. Elle a écrit des bouquins qui n'étaient pas des bouquins de médecine alors qu'elle est médecin, mais des bouquins pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc oui, qu'elle dit, c'est bien, je conseille ses bouquins. Donc, il y a Le périnée arrêter le massacre, il y a Les abdos arrêter le massacre. Elle a aussi fait un livre avec Teddy Riner sur le gainage, la puissance du gainage musculaire. Et elle ne dira surtout pas d'apnée, Bernadette de Gasquet. Quoi d'autre? Jean-Carl, je ne sais pas s'il est revenu des toilettes ou pas. C'est vache. Je ne connais pas, c'est un peu risqué ce que je dis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le micro qui bug. Mais peut-être poser votre question sur le chat. Si ton micro ne marche pas, Ouais. euh, Ouais, il la pose sur le chat. ok. J'aimerais quelles sont les données, qu'est-ce que vous retenez, quels sont les mots-clés, si vous pouvez les mettre éventuellement dans le chat, quels sont les mots-clés que vous retenez pour savoir quels sont les messages qui sont passés et éventuellement, voilà, en fonction du type de sport, vraiment le décliner dans plusieurs fédérations, celles qui auront le courage, l'audace de regarder sous le tapis ce qui se passe. Ok, la respiration. Merci d'avoir répondu. Ben oui, respirer, pas d'apnée. Yes! Ouais, s'hydrater, boire, parce que boire, ça peut avoir une double consonance. S'hydrater tout au long de la journée, respirer, oui. Oui. Ouf! Ok, super. Alors, si quelqu'un pouvait éventuellement me mettre pas de constipation non plus, c'était important. Hein. En ostéopathie, il est suggéré de descendre le fessier pour soulager le poids lourd lors de cet exercice. Quelle est l'attitude respiratoire à avoir? La fameuse question de Jean-Carl. Ben, pas d'apnée, j'en reviens. En ostéopathie, il est suggéré de descendre le fessier pour soulever un poids lourd. Oui, c'est ce qu'on appelle la fameuse descente en squat. Eh bien, j'ai tendance à dire, pour trouver la solution, les gens me disent, mais est-ce qu'il faut que j'inspire quand je descends, j'expire quand je monte? J'ai tendance à dire, quand vous souffrez, soufflez. Si pour vous, c'est le travail freinateur de descente qui est plus compliqué, soufflez sur la descente. Si pour vous, c'est le travail de remontée qui est plus compliqué, soufflez sur la montée. En tout cas, l'apnée n'est pas en option. Du moment que vous inspirez, que vous expirez, ça me va, moi. Retenir un vent, j'aime bien. Oui, c'est ça. J'ai pas dit qu'il fallait pas péter. J'ai pas dit ça. C'est l'image qu'on prend pour obtenir la contraction du périnée. Ouais. Expirer à chaque fois que le ventre est comprimé. Oui, 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 oui. C'est ça. Ok, bon, bah c'est chouette. Tous les messages sont passés, en fait. Bon, moi, je suis ravi. Hein. Bravo. Je suis ravi parce que la prévention, c'est quand même c'est primordial. Il y a un gars de mon club, alors chirurgie de prostate, incontinence urinaire derrière. Il a arrêté, hein. Il est troisième dan, il pratique depuis très longtemps. Il la pratique définitivement il y a eu la chirurgie. Mais bon, c'est tout hein, que l'incontinence urinaire, la difficulté parfois à retenir des gaz en riant ou en éternuant, la petite perte d'urine, voire la perte de sel, c'est ultra handicapant sur le plan social. Ça peut vous isoler définitivement, ça peut vous pourrir la vie. Enfin, et puis on en a tellement honte qu'on ne le dira à personne. Donc la soir, on a écroulé quelques tabous quand même. Il y a eu quelques voilà. Bonne question, et aussi. Il y a eu des super questions. Voilà, je pense qu'il faut. On a un peu cerné maintenant le problème. Il ne faut pas hésiter à appliquer ça au quotidien au maximum. On va vous mettre un enregistrement en ligne et puis on va travailler sur une fiche avec
justement avec Véro une fiche qui sera en ligne sur le site de la Fédé avec des grands messages, quelques schémas, etc. Pour faire un truc un peu synthétique parce que s'il y a 15 pages, ça marche pas. C'est plus une fiche et personne ne la lira. Mais ce sera un peu la suite de cette soirée. Parfait, merci de votre accueil, merci de votre bienveillance. Vos questions ont été pertinentes, super. Moi, je suis à votre service. Tant que ça parle de périnée, je suis épanouie, tout va bien. Et comme dit Mathias, tant que ça parle de prévention, c'est l'avenir pour nos enfants. C'est l'avenir. Ça fera moins de chirurgie, ça fera moins de protection achetée. C'est une économie énorme pour la société. Voilà. Ah, c'était beau. Hein? J'ai commencé. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Un grand merci. Merci. Merci à tous. beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci.